No somos tan compatibles, la verdad. Si tú eres bipolar. Lo de nosotros solo ser un TBT, porque con esa forma todo lo va a joder y pensándolo bien nunca damos el 100. No somos tan compatibles, la verdad. Si no somos uno, baby, pues no somos nada. Si tú eres bipolar, te puedes cuidar, que yo no acepto su amores por la mitad. No somos tan compatibles, la verdad. Si no somos uno, baby, pues no somos nada. Si tú eres bipolar, te puedes cuidar, que yo no acepto su amores por la mitad. Ya no quiero tu amor, pa' serte sincero, cenicienta, en tus sueños yo me muero. Tú cambias como las estaciones y eres más fría que enero. Lo tuyo es temporal, no es por dinero. Tú no cambias, sigue igual, tan peleona, tan bipolar. Estás enferma, no es normal, dice que me quiere, será matar. Un día está bien, pero el otro mal. No me responde ni por celular, ya me está afectando la salud mental. Te echo la culpa si termina igual. Ya no aguanto otra mañana de tristeza sin hacerte nada. No somos tan compatibles, la verdad. Si no somos uno, baby, pues no somos nada. Si tú eres bipolar, te puedes cuidar, que yo no acepto su amores por la mitad. No somos tan compatibles, la verdad. Si no somos uno, baby, pues no somos nada. Si tú eres bipolar, te puedes cuidar, que yo no acepto su amores por la mitad. Y yo no quiero ya ni tener tu amistad, porque tú eres bipolar, eso como que no está. Si salgo pa' la calle no sé cuándo voy a llegar. No tengo que dar detalles, yo no estaba haciendo nada. Yo soy un tipo rulay, pero por ahí no te fallo. Si no me va a dejar hablar, dime que yo me callo. Yo te busco la vuelta, pero nunca la hallo. Por eso el celular a cada rato lo extraño. Yo contigo no hay forma, nunca te conformas. Si sigues jodiendo, me voy a buscar otra. Esta es la última gota que rebosó la copa. Solo vainas negativas salen de tu boca. Nosotros, solo ser un TBT, porque con esa forma todo lo va a joder y pensándolo bien nunca damos el 100. Yeah, yeah. Fellow motherfucking blonde, yeah. RC la sensa, Frangel, Sour City, Sour Gang. tú no sabes. Nosotros somos la Universidad del Trap. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue pour ce petit tour des news, quelques news, et puis on va regarder du monde du cinéma, pardon, et on va regarder un petit peu les sorties de cette semaine, et voilà, voir un petit peu les notes d'intention des réalisateurs. Excusez-moi, je range un peu mes câbles, parce que c'est le bordel de câbles sur mon bureau, mais bon, on va y arriver. Allez. On attaque tout de suite, voilà, avec Black Phone, qui a été un des succès inattendus de l'été. Et du coup, vu qu'il y a succès, bah forcément, on se pose la question de savoir est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire une suite. Donc, il y a eu 152 millions de dollars engrangés dans le monde pour ce film. Film qui n'a pas coûté si cher que ça. Donc oui, voilà, il précise, sans faire exploser le box-office comme un Top Gun Maverick, mais assez pour que son producteur songe à passer la seconde, selon le réalisateur Scott Derrickson. Et donc, il y a eu déjà des conversations à ce sujet, beaucoup de pression, avoue le metteur en scène et co-scénariste à comicbook.com. Le film a coûté 18 millions de dollars, donc on est à pas loin de 10 fois plus, il devrait en rapporter entre 160 et 170 millions dans le monde, donc ils en veulent un autre, évidemment, qu'ils le veulent. Dernière phrase qui laisse entendre que Scott Derrickson n'est peut-être pas aussi partant que Jason Blum pour remettre le couvert, et cela peut se comprendre car aucun élément ne reste vraiment en suspens à la fin de cette histoire,
inspiré de la nouvelle de Joe Hill, d'enfant kidnappé par un tueur en série qui parvient à s'en sortir grâce à un mystérieux téléphone lui permettant de communiquer avec les précédentes victimes. Quel sera donc l'angle choisi si la suite voit le jour, et se fera-t-elle avec Scott Derrickson, qui n'a encore jamais passé la seconde? Sinister 2 avait été en effet réalisé par Ciaran Foy, qui avait aussi réalisé Citadel. Il avait ensuite quitté Doctor Strange in the Multiverse of Madness pendant la pré-production, ce qui a profité à Sam Raimi. Voilà pour Black Phone. Est-ce qu'il y aura une suite? L'avenir nous le dira. Et ce sera peut-être pas le même réalisateur. Des nouvelles de Robert De Niro qui a 79 ans. Alors la pub, oui, voilà, merci, au revoir. Va jouer dans un nouveau film. Il va jouer 2 gangsters dans un même film. Et le film, ce sera Wise Guys, un film de Barry Levinson écrit par Nicolas Pileggi, scénariste des Affranchis. Et donc, on sait qu'il avait joué, on avait vu The Irishman, fresque criminelle de grande ampleur mise en scène par Scorsese en 2019. On pensait que Robert De Niro avait fait ses adieux au rôle de gangster. The Hollywood Reporter nous révèle aujourd'hui qu'il n'en est rien. L'acteur de 79 ans va incarner 2 figures iconiques du crime organisé, Vito Genovese et Frank Costello dans Wise Guys. Ce drame autour de la mafia italo-américaine dans les années 50 sera réalisé par Barry Levinson, metteur en scène de Rain Man et Good Morning Vietnam. Quand même du haut level, parce que c'était quand même deux très beaux films. Par ailleurs, le cinéaste de 80 ans a déjà dirigé Robert De Niro dans Sleepers et The Wizard of Lies. Et donc on en sait un petit peu plus sur le film. En 1957, Vito Genovese veut éliminer Frank Costello, mais sa tentative d'assassinat échoue. Blessé et diminué, Costello va tout faire pour s'écarter du milieu du crime et prendre sa retraite. C'est l'histoire que racontera Wise Guys. Wise Guys, qu'est-ce que ça veut dire Wise? Je sais pas. Dont le scénario sera écrit par un grand nom, Nicolas Pileggi. Ce dernier a notamment signé les scripts des Affranchis et Casino réalisé par Martin Scorsese. Âgé de 89 ans, l'auteur n'en a visiblement pas terminé avec le monde des gangsters. À noter que ce Frank Costello n'a rien à voir avec celui campé par Jack Nicholson dans Les Infiltrés. Dans ce cas précis, le scénariste William Monahan a repris le nom du célèbre mafieux pour ce long métrage, mais s'est inspiré d'une autre figure du crime pour ce personnage, James Whitey Bulger. J'allais dire Burger, mais non, pas du tout. Et ce dernier a été le parrain de la pègre de Boston pendant plus de 50 ans avant d'être arrêté en 2011 après une très longue cavale. Et donc, on nous en dit un petit peu plus sur De Niro. Avant de se consacrer à ce double rôle, on retrouvera De Niro dans Amsterdam, le nouveau David O. Russell en salle le 2 novembre prochain. Il sera ensuite à l'affiche de Killer of the Flower Moon, aux côtés de Leonardo DiCaprio, attendu pour le printemps 2023. Dans cette fresque historique se déroulant dans les années 1920, Scorsese nous contera l'histoire vraie des meurtres de plusieurs membres de la tribu indienne d'Osage en Oklahoma. Pardon. Zou. Voilà. On ne sera plus dérangé. Une tribu indienne d'Osage en Oklahoma, ils ont été assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leur terre. Le FBI mène l'enquête. Et voilà, en attendant de voir tous ces films, on peut déjà voir la bande-annonce de Amsterdam qui sortira cette fin d'année. Après la pub, bien entendu. Harold, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. Got a dead white man in a box. Not even a casket. Doesn't even have a top on it. In a pine box of old wood. Who do you think's gonna get in trouble here?
Do me a favor. Try to be optimistic. You don't get here without things starting a long time ago. So, 2 soldiers and a nurse found ourselves in Amsterdam. We formed a pact, and we swore to protect each other, no matter what. Tax the rich. We find ourselves in a situation where we're accused of killing someone, which is not true. Rich no more. You and Woodman fled the scene. The killer pointed at us. We didn't do anything. Why would you possibly think that was us? Well, there's not too many people that fit the description of a doctor looking for his eye on the ground with his black attorney. Columbia Law School. Life is funny. We need someone to help us to find the truth. My friend was killed because of something monstrous that he had seen. This is all turning out to be a lot larger than any of us. You're gonna have to take my lead getting out of this. I had to stab a guy. I had to hit a lady with a brick one time. What? It's a long story, but with you two, it'll be a cakewalk. These are dangerous times. You be careful. I'm about to do something that could cost me my life. The cuckoo is in the nest, and the cuckoo is about to be trapped. Cuckoo? This is one of the finest innovations from Zurich. It removes all pain. Guys like me, we have to turn to booze, and morphine, and that can lead to addiction. Oh, that's fast. That is advanced. Voilà donc pour cette bande-annonce de Amsterdam qui sera découverte en salle en novembre 2022. Film qui va être produit par la 20th Century Fox et qui donc sera distribué par Disney, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Voilà. Et donc j'étais en train de regarder pendant la bande-annonce Wise Guys, ça veut dire homme sage. Voilà, comme ça vous savez tout. Sonic 3, on savait qu'il y avait une suite de prévue à Sonic. On savait pas encore trop quand, vu que Avatar s'était positionné sur décembre 2024, le Avatar 3. Et on savait pas trop. Sonic avait aussi prévu de sortir en décembre 2024. Et a priori, bon, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, Sonic contre Avatar. Et donc, c'est le choc qui s'annonce dans les salles obscures dans un peu plus de 2 ans, car le 3e opus de la saga adaptée des jeux vidéo Saga sortira en France le 18 décembre 2024, comme le film de James Cameron. Donc, ça va faire beaucoup de bleu. Le 18 décembre 2024, le bleu sera de mise dans les salles obscures françaises, car les Navy d'Avatar 3 y affronteront Sonic, le célèbre hérisson, né dans les jeux vidéo de Sega, sera en effet de retour pour une 3e aventure sur grand écran. Et Paramount a choisi les fêtes de fin d'année pour lui permettre de faire parler sa vitesse. À l'heure actuelle, il n'est pas encore dit si Jeff Fowler, le réalisateur des 2 premiers volets, sera de retour derrière la caméra, ni s'il faudra de nouveau compter sur James Marsden en ami humain du héros, mais Ben Schwartz, la voix de Sonic dans la version américaine, va sans aucun doute rempiler, au même titre qu'Idris Elba et Colin O'Shaughnessy, doubleurs respectifs de Knuckles et Tails. Ah ouais, c'est Idris Elba qui faisait Knuckles, bah j'avais pas reconnu. Pour ce qui est de Jim Carrey, la tendance est aujourd'hui à une absence du comédien qui avait laissé planer l'hypothèse d'une retraite pendant la promotion de Sonic 2. Des propos auxquels les producteurs Neil H. Moritz et Toby Asher avaient réagi en mai dernier en affirmant que le rôle du docteur Robotnik ne serait pas recasté si l'acteur ne passait pas la 3e. Dans la mesure où le corps du grand méchant n'était pas retrouvé à la fin du second opus, il serait facile pour les scénaristes de le laisser en dehors de la nouvelle intrigue. Surtout qu'un autre adversaire du héros était révélé dans la scène post-générique, Shadow, Némésis au pelage noir doté de la même vitesse mais moins encline à faire le bien. Peu importe l'histoire choisie, il devrait y avoir du spectacle pour Noël 2024. Pardon.
Et effectivement, c'est vrai entre Avatar et Sonic, ça va faire du lourd. Non, ça, non. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, il y avait ça que je voulais pas, parce que ça fait de la redondance. Jonah Hill, qui a déclaré il n'y a pas longtemps, dans une lettre ouverte, a déclaré ne plus vouloir faire la promotion de ses films en tant qu'acteur ou réalisateur, afin de mettre un terme aux crises d'angoisse qu'elle génère chez lui. Alors c'est vrai que ça peut se comprendre, hein, parce que c'est quand on fait des gros films comme ça, on se retrouve à faire des grosses salles où il y a plein de monde, on est un peu coursé, on est un peu recherché pour des photos, et donc bon, je peux comprendre que ça doit être quand même assez dur à, à vivre. Voilà, je cherchais le mot. Et donc, qu'est-ce que nous dit l'article? Quelques jours après Tom Holland, qui a annoncé se couper des réseaux sociaux pour en prendre soin, c'est au tour de Jonah Hill d'évoquer sa santé mentale dans une lettre ouverte publiée par Deadline. L'acteur et réalisateur fait part de sa décision de ne plus promouvoir ses films à venir, car l'exercice provoque chez lui des crises d'angoisse dont il veut désormais se couper. J'ai fini, et donc il écrit, pardon, j'ai fini de réaliser mon second film, un documentaire appelé Stutz, sur mon thérapeute et moi, qui explore la question de la santé mentale en général. Le but de ce film est de montrer une thérapie et les outils que j'en ai retirés à un public large dans un récit divertissant. Le parcours de découverte de soi effectué dans le cadre de ce film m'a conduit à comprendre que j'avais passé près de 20 ans à vivre des crises d'angoisse exacerbées par des apparitions médiatiques et des événements en public. Je suis très heureux que la première mondiale du film ait lieu dans un festival prestigieux de l'automne, et j'ai hâte de le partager avec les spectateurs du monde entier en espérant qu'il puisse aider ceux qui sont en difficulté. Cependant, vous ne m'y verrez pas promouvoir le film, pas plus que pour mes films suivants, car je fais cet important pas de côté pour me protéger. Si je me rendais encore plus malade en sortant pour le promouvoir, je ne serais pas fidèle envers le film ou moi-même. J'ai l'habitude de grincer des dents devant les lettres ou déclarations comme celle-ci, mais je comprends aussi que je fais partie des gens privilégiés qui peuvent se permettre de prendre du temps pour eux. Je ne vais pas perdre mon boulot en travaillant sur mes angoisses. Avec cette lettre, puis avec Stutz, j'espère rendre plus normal le fait de parler de cela et agir dessus, pour que les gens puissent prendre des mesures afin de se sentir mieux et comprennent plus clairement leurs problèmes. J'espère que mon travail parlera de lui-même et je suis très reconnaissant envers mes collaborateurs, mes partenaires commerciaux et tous ceux qui liront cela pour leur compréhension et leur soutien. Outre Stutz, Jonah Hill est attendu dans la comédie You People, coécrite par ses soins, dans laquelle il donnera la réplique à Eddie Murphy, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, David Duchovny et Julia Louis-Dreyfus. Les deux longs métrages sortiront sur Netflix à des dates qui n'ont pas encore été communiquées. Voilà donc pourquoi on ne verra plus Jonah Hill faire la promotion de ses films. On sait qu'il va y avoir, enfin on savait qu'il va y avoir un biopic sur l'abbé Pierre. Et donc on a des premières images. Et donc on va pouvoir découvrir les premières images des 11 vies de l'abbé Pierre, nouveau film de Frédéric Tellier qui avait fait L'affaire Esquin, Sauver ou périr et tout dernièrement Goliath. L'acteur qui endosse le costume à travers les âges est bluffant sur les photos disponibles. Plus de 30 ans après Lambert Wilson dans Hiver 54 l'abbé Pierre, un nouvel acteur s'apprête à prendre le costume de l'abbé Pierre. Ça fait beaucoup d'abbé Pierre tout ça. Méconnaissable dans certaines des premières photos, l'acteur a choisi est Benjamin Laverne. Alors on peut peut-être quand même se remettre une photo qu'on a vue dernièrement dans le discours. Benjamin Laverne. Photo. Voilà, donc regardez-le bien. Sociétaire de la Comédie Française. Le comédien de la Comédie Française était notamment au casting du Sens de la Fête de Toledano, et Nakache, de Mon Inconnu d'Hugo Gélin, ou encore du discours adapté de Fab Caro. La distribution est également composée d'Emmanuel Berco, de Michel Villermoz de la Comédie Française. Les 11 vies de l'abbé Pierre, c'est son titre, réalisé par Frédéric Tellier. Le tournage s'est achevé fin juillet, après 12 semaines de prise de vue étalées sur 7 mois. Le film est coécrit par Tellier et Olivier Gors.
Et on n'a pas encore de date de sortie, mais on a des images. Et c'est vrai que quand on sait que c'est Benjamin Laverne, là encore, on pourrait le reconnaître. Mais là, le travail de maquillage est énorme. Parce que vraiment, je mets quiconque au défi de reconnaître l'acteur qui est sous le maquillage. Donc ici, l'abbé Pierre âgé, Benjamin Laverne est méconnaissable. Et donc on reprend un petit peu, voilà. Né dans une famille bourgeoise, Henri Grouès a été à la fois résistant, député et défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste, comme le rappelle le synopsis du film. Donc là, quand même, bon, plus jeune, on le reconnaît quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est surtout quand il sera âgé qu'on reconnaîtra moins l'acteur. Voilà, et donc ça va reprendre toute la vie, et puis la colère qu'il a eue, et le besoin d'aider son prochain qu'il a eu. Révolté par la misère, les inégalités et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu 1000 vies et 1000 combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'abbé Pierre. Alors, je sais pas si vous avez vu, que va y avoir un film, Barbie, le film. Est-ce qu'on a des images? Bande-annonce. Bah non, du coup, non. Il va y avoir un film Barbie que j'attends assez impatiemment parce que la réalisatrice a plutôt l'habitude de faire des films où elle met les pieds dans le plat sur la condition des femmes et tout. Plutôt voilà, féministe. Et donc, je suis curieux de voir l'adaptation qu'elle va faire de Barbie en live action. Et donc, elle a choisi Margot Robbie et Ryan Gosling qui vont jouer ensemble pour la première fois. Et donc, on sait déjà qu'il va y avoir un autre film où on va les retrouver, puisqu'il semble que le prochain film de la franchise Oceans, donc déjà, ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau Oceans, que ça fait une éternité qu'on n'en a pas eu, réunira, hormis comment on pourrait dire, le hors-série. Comment il s'appelait le hors-série? Je crois qu'on en parle dans l'article. Océan 8, voilà. Et donc, va y avoir un nouveau film de la franchise Océane, réunira Margot Robbie et Ryan Gosling dans leur seconde collaboration à l'écran après le très attendu Barbie. Barbie et Ken, inséparables, comme l'a confirmé Puck News après le live-action Barbie de Greta Gerwig. Ryan Gosling est en effet en négociation pour rejoindre à nouveau Margot Robbie dans un second projet, le prochain reboot ou préquel. Les sources divergent de la saga Oceans. Le long métrage n'est pour le moment qu'en développement, mais une production au printemps 2023 sera envisagée selon The Hollywood Reporter. Aux commandes de ce nouvel opus, on retrouvera le réalisateur des films Austin Powers, Mon beau-père et moi. Ce sera là sa seconde collaboration avec Margot Robbie, après qu'il ait dirigé l'actrice dans Scandale aux côtés de Charlize Theron et Nicole Kidman. Margot Robbie produira également le long métrage à venir. Côté scénario, on sait qu'il sera signé Carrie Solomon et que l'action se déroulera en Europe dans les années 60. Lancé par Steven Soderbergh en 2001. Lancé par Steven Soderbergh à l'époque pour payer ses autres films. C'est-à-dire quand il avait contacté George Clooney et tous les autres, il avait envoyé avec une invitation à tourner dans son film par enveloppe, par la poste. Et dedans, il y avait marqué, je te présente ce projet-là va me servir à financer mes prochains films. Je te joins la paie que je te propose pour tourner dans la franchise Oceans. Et la paie était de $1. Un billet de $1. La franchise Oceans de Warner Bros. A depuis connu un immense succès, ce qui a commencé par être un simple remake de L'Inconnu de Vegas de Lewis Milestone de 1960, mettant en vedette Frank Sinatra, Don Martin et Sammy Davis, entre autres.
s'est depuis transformée en saga inattendue et lucrative. Tout a donc débuté avec Ocean's Eleven, en mettant en scène George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts et Matt Damon. Après que la première comédie de braquage ait rapporté plus de 450 millions de dollars en salle à travers le monde, Soderbergh et sa société par la suite ont produit 2 autres épisodes, 12 et 13, en 2004 et 2007 respectivement, donc ça fait pas loin de 20 ans quand même. Hein. La franchise est revenue en 2018 avec Ocean 8, spin-off au féminin porté par Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Anna Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafina et Rihanna. Attendu dans le thriller Amsterdam, dont on a vu la bande-annonce de David O. Russell aux côtés d'un casting de renom, dont Christian Bale, Anna Taylor-Joy et Michael Shannon prévu pour novembre prochain. Margot Robbie retrouvera également Brad Pitt dans le prochain film de Damien Chazelle, Babylone, qui sortira en janvier 2023 chez nous. Voilà, et donc on sait aussi que après Barbie, prévu pour juillet 2023, Ryan Gosling, quant à lui, partagera ensuite l'affiche avec Emily Blunt dans le drame d'action de David Leitch, The Fall Guy pour Universal. Voilà. Fast and Furious. Pourquoi parler de Fast and Furious? Parce que les habitants de Los Angeles commencent à en avoir marre de cette série. Et on nous dit donc, comme dans chaque épisode de Fast and Furious, le 10e opus doit en partie se tourner dans le quartier d'Angelino Heights, mais ses habitants s'y opposent à cause des dommages causés par la saga. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est que quand ils tournent le film, ils cassent des trucs, ils réparent pas, c'est des vrais connards. Mais c'est pas que ça. Enfin, c'est pas ça du tout. Dans quelques jours, Louis Leterrier et l'équipe de Fast and Furious 10 doivent poser leur caméra dans le quartier d'Angelino Heights à Los Angeles, où la saga a ses habitudes depuis le premier épisode. C'est en effet là que se trouve la maison de Dominique Toretto, ainsi que Bob's Market, le magasin de sa famille. Mais ces prises de vue ne sont pas du goût des habitants du quartier qui envisagent de manifester, car comme Variety le souligne, le succès de la saga ne leur a pas apporté que du bon. Et donc là, on déroule un petit peu et on découvre le côté un peu plus chiant et on comprend pourquoi les habitants en ont marre de voir cette série venir ici. À côté des fans qui viennent prendre les lieux en photo, il y a ceux qui souhaitent visiblement vivre comme dans la saga en faisant des dérapages circulaires, également appelés donuts, à cause des formes laissées par la gomme des pneus sur le bitume ou poussant les moteurs de leur voiture, ce qui crée du bruit et de la fumée. Quand ils ne font pas des courses, alors que les accidents mortels et décès de piétons sont souvent dus aux excès de vitesse, ont augmenté depuis la pandémie. Ça veut rien dire cette phrase. Quand ils ne font pas des courses, alors que les accidents mortels et décès de piétons, souvent dus aux excès de vitesse, ont augmenté depuis la pandémie. C'est curieux. Aussi bien à Los Angeles que dans le reste du pays, avec un chiffre en hausse de 21% pendant le premier trimestre de 2022 par rapport à 2020. Donc quand même 21% d'augmentation, c'est énorme. Également confrontés à des délits de fuite, des menaces à main armée, les habitants d'Angelino Heights entendent donc protester à l'occasion de la journée de tournage prévue dans le quartier qui impliquera la simulation d'une intervention de service d'urgence, de prise de vue aérienne, un arrosage de la route et l'usage de fumée atmosphérique selon une note envoyée aux résidents. Et donc Oui, c'est dit là. S'il est permis à ce tournage de se poursuivre dans le quartier ou n'importe laquelle de ces parties, nous organiserons une énorme manifestation et inviterons de nombreux journalistes et caméras pour nous filmer en train de protester jour et nuit, affirme un email des résidents auquel Variety a eu accès. Nous organiserons cette manifestation en mémoire des 178 personnes tuées par des courses de rue à LA pour blâmer l'insensibilité d'Universal face à cette épidémie de courses que leurs films ont commencé et continuent de promouvoir. Selon l'un des résidents interrogés par le média, le grief concerne moins la journée de tournage prévue ce vendredi que l'impact négatif de la saga sur le quartier depuis la sortie du premier opus en 2001. La production va-t-elle offrir des compensations financières comme elle a pu le faire par le passé, maintenir le tournage malgré les protestations qui auront lieu, ou renoncer à ces prises de vue? Réponse dans quelques jours. Et donc, on le saura forcément prochainement. Voilà.
La Chine, on sait que quand un film sort en Chine, le comité de censure passe, analyse le film pour savoir s'il peut être diffusé dans son intégralité, s'il n'y a pas des scènes à couper. Et Les Mignons 2 n'échappent pas à la règle. Et pourquoi Les Mignons 2? Parce que, bon, ça reste quand même du film très simple, même si on passe un très bon moment devant, parce que les studios Illumination sont très forts pour faire du film qui corresponde aussi bien aux enfants que aux adultes, avec plusieurs niveaux de lecture et tout. Et donc, voilà, on nous explique un petit peu le pourquoi du comment. Le 6 juillet dernier, les Mignons débarquaient à nouveau dans les salles obscures, 7 ans après leur première aventure au solo. Au cinéma, ce second opus a été un triomphe rapportant 835 millions de dollars de recettes mondiales. En France, les petites créatures jaunes ont rassemblé 3,3 millions de fans. Ce préquel de la saga Moi Moche et Méchant imaginé par le studio Illumination est sorti le 19 août en Chine, mais pour avoir le droit de fouler le sol de l'Empire du Milieu, les Mignons ont dû faire une concession drastique. En effet, le dénouement du film ne convenait pas aux autorités chinoises qui ont décidé de la modifier. Alors j'espère que vous avez vu le film, parce que là, effectivement, il va peut-être y avoir un petit peu des... Enfin, il y a des informations qui peuvent vous gâcher la fin du film. À la fin du long métrage, le méchant Will Carnage, mentor de Gru, file entre les doigts des autorités après avoir simulé son décès. Auteur d'une tentative de vol, ce dernier échappe donc à la justice pour faire triompher la morale et le droit chemin, le comité de censure chinois a pris la décision de changer la conclusion du film. Pour ce faire, ils n'ont rien coupé, mais inséré une série d'images fixes montrant Will Carnage condamné à une peine de 20 ans de prison. Durant son incarcération, le vilain tente de se racheter une conduite en s'adonnant à sa passion du jeu d'acteur en montant une troupe de théâtre et explique le texte final. Voilà. Donc ils ont vraiment changé la fin du film, puisqu'on voit le mentor en prison. Voilà. Mais en même temps, le marché chinois est tellement fort que c'est dur pour les studios de s'en passer. Matt Damon nostalgique, pourquoi il regrette la disparition du DVD? Les années 90, c'était mieux avant. À en croire l'auteur et producteur Matt Damon, oui. Du moins pour ce qui concerne le financement de films différenciants. Dans un entretien donné à l'émission YouTube First We Feast, Matt Damon soulignait l'an dernier le problème que constitue la fin du DVD précipité par le succès des plateformes de streaming sur l'industrie hollywoodienne dans son ensemble. Afin d'éclairer son propos, l'interprète de Will Hunting donne un exemple tiré de sa filmographie. J'ai fait ce film Ma vie avec Liberus en 2013. J'ai rencontré les patrons de studio pour leur dire que le film coûtait 25 millions de dollars et que je devrais payer autant en publicité et marketing, soit un total de 50 millions de dollars. Or, tout ce que je récolte de l'exploitation en salle, je dois en donner la moitié aux gérants des salles de cinéma, donc je dois faire 100 millions de dollars avant de pouvoir faire des bénéfices. Et l'idée de devoir faire 100 millions de dollars avec l'histoire d'amour de ces deux personnages est un pari très difficile, conclut Matt Damon. Ce n'était pas le cas dans les années 90, époque où on faisait ce genre de films que j'adore et avec lesquels je faisais mes choux gras. Au final, Ma vie avec Liberas, passée par la compétition du Festival de Cannes, a rapporté 13,3 millions de dollars dans le monde. Aux États-Unis, il a été directement diffusé sur la télévision et HBO. Voilà, et donc c'est vrai que le DVD, on va revenir sur ça parce que je croyais qu'il le redisait dans son interview, mais c'est vrai que le DVD constituait une part importante de nos revenus, mais la technologie a rendu cela obsolète. Avec les films que nous faisions, on ne pouvait pas totalement marcher en salle. On pouvait ne pas totalement marcher en salle et se refaire 6 mois après avec les ventes de DVD. C'était presque comme une deuxième sortie en salle. Avec la disparition de ce modèle, ça a changé le type de film que nous pouvons faire. Et c'est vrai que les DVD, autant je vois bien que c'était une source de revenus qui était quand même assez conséquente, puisque les gens pouvaient acheter le DVD. Mais maintenant, comment ils sont... Ça, faudrait que je cherche un petit peu pour voir comment ils sont rémunérés quand les films sont mis sur plateforme. Parce que c'est vrai que l'utilisateur va payer un abonnement, mais il va pas payer le film en lui-même. Et donc, est-ce que c'est à chaque visionnage d'un film qu'il y a une partie qui est reversée au producteur, réalisateur, acteur, ou est-ce que c'est, on a tant d'abonnés, il y a tant de films,
qui sont des productions qui ne sont pas portées par la plateforme, donc on leur reverse tel quote-part. Je sais pas du tout, mais a priori, c'est quand même moins avantageux que le DVD. Des petites nouvelles de Dwayne Johnson et surtout de Jumanji. Sorti en décembre 2019 au cinéma, Jumanji Next Level, diffusé voilà, bon, ça, parce que c'était l'autre jour. En décembre 2017, Jumanji Bienvenue dans la jungle a réuni 3,4 millions de spectateurs en France et engrangé 970 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 90 millions de dollars. Donc quand même, le film qui a été bien rentabilisé. Ce score a bien évidemment convaincu les producteurs à mettre en chantier la suite, Jumanji Next Level, qui est sorti en décembre 2019. Le film a rapporté 800 millions de dollars à l'international et totalisé 3,2 millions d'entrées en France. Donc il a un petit peu moins bien marché que le premier, mais déjà en décembre 2019, on avait l'ombre du Covid qui commençait à arriver. Et donc peut-être aussi que ça a influé sur les entrées. Il n'y a pas moyen de virer ça, là. Cependant, malgré ce succès, un quatrième film, l'épisode de 96 est toujours considéré comme le premier, n'a toujours pas été officiellement annoncé. La pandémie de Covid-19 a ralenti les négociations, comme le soulignait le réalisateur Jed Kasdan en avril 2020. Nous commençons tout juste à parler de tout cela, nous venions d'entamer les discussions quand la pandémie mondiale est arrivée. Nous aimons travailler ensemble, nous avons aimé faire ces films. Il y aura un autre film, mais pour le moment, nous essayons de déterminer ce que ce sera, précisait-il au micro de Collider. De plus, Dwayne Johnson a enchaîné les projets de grande ampleur comme le film d'action Red Notice, diffusé sur Netflix. Il a également été très impliqué dans le processus de création de Black Adam, en plus d'être le rôle principal. Par ailleurs, Jed Kasdan a monopolisé le comédien sur un autre projet intitulé Red One, un blockbuster d'action, où The Rock partagera l'affiche avec Chris Evans. Il sortira en 2023 sur Prime Video. Alors, lui c'est bien parce qu'il n'arrête pas de tourner, mais on le voit pas au cinéma. Parce que tout sort sur plateforme. L'agenda de Dwayne Johnson et du metteur en scène est donc chargé en ce moment. Cependant, d'après le producteur Hiram Garcia, Jumanji 4 est toujours dans les tuyaux. Nous en parlons. Nous avons souvent des discussions avec tout le groupe qui a travaillé sur les films. C'est une vraie famille. Nous avons commencé à discuter autour du 4e volet, révélait-il chez Comic Book en mars 2021. Je ne peux encore rien vous dire, mais c'est un de nos plus gros projets et un de nos préférés aussi. Nous planifions de grandes choses. Tout cela est sur le feu. Quelques mois plus tard, Hiram Garcia confirmait que toutes les étoiles allaient bientôt s'aligner pour commencer la production. Ça va se faire, c'est une certitude. Je peux vous dire que le film va être énorme. Nous discutions du pitch l'autre jour. Nous allons le présenter à Sony bientôt. Le film va arriver. Il va se faire après Red One. Le planning tombe à pic pour tous les acteurs. Pour rappel, à la fin de Next Level, des animaux s'échappaient du jeu pour intégrer notre monde. Il y a donc fort à parier que le prochain film se déroulera dans notre monde et que le Quatuor tentera de faire entrer les choses dans l'ordre. Une intrigue qui se rapproche du film original avec Robin Williams. Reste à savoir dans quelle mesure les avatars des adolescents pourront être introduits dans le monde réel. Et on finit jusqu'ici les nouveaux films. Jumanji renversait le principe du film culte de 96. Ce n'était plus la jungle qui envahissait le monde réel, mais les personnages qui étaient propulsés dans la jungle via un jeu. 4 lycéens se retrouvent alors dans le corps d'Avatar aux capacités bien différentes. Quoi qu'il en soit, que les fans se rassurent, Jumanji 4 verra bien le jour. Toutefois, ce ne sera pas avant au moins 2 ans. Il va falloir se montrer patient. En même temps, depuis 96, on avait attendu je sais pas combien de temps pour avoir le deuxième. Donc on peut attendre un petit peu plus. On n'est pas pressé non plus. Alors, allez où ma souris, elle est là. James Bond 007 sera incarné par une femme au Japon. La japonaise Suzuo Makaze devient la première comédienne à incarner l'agent 007. Cela se fera sur une célèbre scène de théâtre au Japon. Cette troupe de théâtre japonaise va porter sur scène une pièce adaptée du roman Casino Royale, dans laquelle tous les rôles vont être tenus par des femmes. Au premier rang de celle-ci, la comédienne Suzuo Makaze
qui va avoir l'insigne honneur d'être la première femme à incarner James Bond. Alors bon, moi j'ai un problème avec cette phrase, parce que quand même, dans le dernier film, l'actrice incarne James Bond, puisqu'il lui donne le titre au cours du film de James Bond. Titre qui lui est repris quand Daniel Craig revient en service. Mais bon, la première à avoir eu l'insigne honneur d'incarner James Bond, c'est pas Suzuo Makadze. Mais bon, on va pas chipoter. Selon MI6 HQ, qui rapporte l'information, le célèbre espion ne deviendra pas une espionne, il s'agira d'un homme joué par une femme. Du reste, tous les protagonistes de la pièce vont subir le même traitement. C'est l'opposé du kabuki, forme théâtrale japonaise dans lequel tous les personnages sont joués par des hommes. Et effectivement, en ce moment, il y a une grosse tendance au Japon. Enfin, une grosse tendance. Il y a des envies d'émancipation, on va dire ça. Oui, bah oui, c'est ça quand même. Et qui prennent à contre-pied justement le kabuki, où c'était des hommes qui jouaient tous les rôles, comme on a pu avoir, attention, hein, je leur jette pas la pierre, mais on a eu ce phénomène chez nous aussi pendant quand même très longtemps, où les femmes n'avaient pas le droit de jouer au théâtre. Alors, maintenant, c'est vrai que pour nous ça nous paraît complètement aberrant, mais au Japon, les femmes sont acceptées au théâtre pour jouer des rôles, mais le kabuki reste toujours présent. La tradition, quoi. On sait que le Japon est très respectueux de ses traditions, et donc il y a des troupes de théâtre comme ça qui prennent à contre-pied en donnant les rôles que à des femmes. Voilà. Intitulée Casino Royale, My Name is Bond, la pièce va se jouer au Takarazuka Grand Theater en mars et avril 2023 avant de se déplacer sur Tokyo au mois de mai et juin. Elle est mise en scène par Suichiro Koike qui portera l'action du livre situé dans le début des années 50 en 68. Il s'agit d'une adaptation non officielle, les romans de Ian Fleming étant tombés depuis 2015 dans le domaine public au Japon. Voilà, s'agit-il d'un premier pas vers l'arrivée d'une femme 007 en série ou au cinéma dans les années à venir? La question est posée. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien que des femmes arrivent à monter ça au Japon. Alors, là où je serais quand même assez curieux, c'est de voir les réactions que ça va pouvoir générer, parce que c'est vrai que le Japon est a le respect de ses traditions. Et donc que le kabuki soit comme ça, on va dire, un peu pas travesti, soit dénoncé au travers de ces actions-là, parce que c'est quand même une manière de dénoncer les choses. Je sais pas ce que ça... Voilà. Les réactions qu'il va pouvoir y avoir. Ce sera à suivre. Marvel, ce cadeau délirant de Disney à Robert Downey Jr. On le sait, les stars aiment bien régulièrement repartir avec un accessoire de film, petit souvenir sympathique de tournage. Dans ce registre, Robert Downey Jr. a reçu de la part de Disney un cadeau étonnant. Et effectivement, vous allez voir au cours de l'article que... j'aimerais pas l'avoir chez moi, le bazar. Les stars aiment bien et régulièrement embarquer quelques souvenirs de tournage avec la bénédiction de la production, évidemment, encore que certains ne se privent pas de piquer des accessoires sans rien demander, à l'image de Rupert Grint sur le tournage des Harry Potter, qui se confessera quelques années plus tard. Si Chris Hemsworth a ainsi pu récupérer non pas un, mais carrément 5 marteaux de Thor au gré des tournages des films Avengers et Thor qui lui étaient dédiés, comme il l'a raconté dans le talk show de Jimmy Kimmel en 2018, Robert Downey Jr. a lui aussi eu droit à un petit cadeau plutôt étonnant. Dans une interview, chiant ces images qui suivent, hein, accordée à la BBC Radio 1 en 2014, au cours de laquelle le journaliste lui demanda quel objet il aurait aimé emporter du tournage d'Avengers, l'acteur lâcha sur le ton de la plaisanterie « Il y a ce A à la fin du film », qui doit probablement durer 9 mètres de haut, je le regarde, nous tournons en Angleterre, et je me dis, je veux ça dans mon bureau à Venice. Il y a 2 semaines, un livreur est venu, et je me suis dit, qu'est-ce que ce truc fiche ici? Ils m'ont répondu, vous l'avez demandé,
Ils me l'ont vraiment apporté. Désormais, j'ai un énorme A des Avengers qui sera placé bien en évidence. Si Robert Downey Jr. aime apparemment garder des souvenirs de tournage chez lui, il fut, semble-t-il, déçu de ne pouvoir embarquer un de ses costumes précédents des précédents films Iron Man, même s'il a quand même pu récupérer quelques casques, petit lot de consolation pour Tony. Attendez, je vais couper mon ventilateur qui m'assèche la bouche. Et quand je parle, c'est chiant. Hop. Alors, ça bouge chez DC. On avait vu dans une précédente émission qu'ils allaient copier un peu le développement de Marvel en faisant se croiser plusieurs de leurs super-héros. Et que donc c'était un plan qu'ils allaient mener comme ça sur une dizaine d'années pour essayer de développer et donner plus de force à leur licence. Par contre, ils sont pas confiants dans l'économie du cinéma actuel. Et donc ça bouge encore chez Warner et DC, initialement prévu le 21 décembre de cette année. Shazam 2 est finalement reporté à mars 2023. Il prend la place de Aquaman qui sortira quant à lui pour Noël de la même année. Voilà. Et donc, depuis quelques semaines, les super-héros sont confrontés à une véritable bourrasque après l'annulation de la sortie de Batgirl qui a été attendue en 2023 sur HBO. Les nouveaux concernés se nomment Shazam et Aquaman. Alors heureusement, ils vont les maintenir en salle, ils vont pas les mettre sur HBO. Mais bon. Initialement prévu pour la fin du mois de mai 2023, Shazam avait été avancé au 21 décembre de cette année pour un face-à-face avec Avatar 2 qui avait suscité quelques blagues de la part de son réalisateur et de son acteur principal. Alors c'est vrai que, comme pour Sonic 3 qui veulent mettre en face de Avatar 3, c'est quand même des paris qui sont risqués. Mais en même temps, faut bien qu'il y ait quand même plusieurs films pour des périodes de vacances, quoi. Autrement, nous, on va s'embêter. Alors que sa bande-annonce avait été présentée au Comic-Con de San Diego en juillet dernier, l'affrontement n'aura finalement pas lieu, car le long-métrage est repoussé au 17 mars prochain aux États-Unis. Donc nous, ce sera certainement encore un peu plus tard. Ah oui, là c'est une pub, donc je peux pas la virer. Ok. Un créneau jusqu'alors occupé par Aquaman et le Royaume perdu, qui devra patienter jusqu'au 25 décembre 2023, donc Noël, pour débarquer dans les salles américaines, soit à un an de retard par rapport à sa date de sortie initiale, car c'est lui qui devait affronter Avatar 2 au cinéma avant un premier bouleversement de calendrier. Et ce, alors que Ben Affleck vient de tourner un caméo dans le film de James Wan, car le public des projections test ne comprenait pas la présence de Michael Keaton, alors appelé à devenir le Batman de l'univers DC au cinéma à cause des bouleversements causés par l'intrigue de The Flash. Quand l'homme chauve-souris de Tim Burton avait mis ses scènes en boîte, la sortie était prévue après celle d'Aquaman 2, avant que les dates ne changent. Voilà. Et donc, a priori, le réalisateur de Aquaman est plutôt content qu'il y ait un an de retard, puisqu'il a annoncé sur Twitter que ça allait lui permettre de peaufiner son film sur la post-production et peut-être voire de retourner quelques petites scènes qui ne le satisfont pas complètement. Et on va finir les news par une news un peu dramatique quand même. Oui, c'est pas un peu dramatique, c'est carrément dramatique. C'est la mort à 32 ans de l'actrice Charlbi Dean, star de la Palme d'Or sans filtre. La star est décédée soudainement à l'âge de 32 ans. Elle était la star de Sans filtre, la Palme d'Or au Festival de Cannes 2022. Le film sort, fin septembre, en France. Actrice et mannequin de 32 ans est morte lundi 29 août. La Sud-Africaine est décédée des suites d'une maladie soudaine et inattendue. Cette tragique nouvelle survient un mois avant la sortie du film de Sans filtre, Palme d'Or au Festival de Cannes 2022. La comédienne y tenait un des rôles principaux, celui de l'influenceuse et top modèle prénommée Yaya. Avec son compagnon, elle est invitée sur un yacht pour une croisière de luxe, tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers. Le capitaine refuse de sortir de sa cabine, alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force
s'inverse lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. Et donc, c'était la deuxième Palme d'Or de Ruben Östlund qui l'avait remporté avec The Square. Hop, on met ça en pause, merci. Et donc, l'hommage du réalisateur, c'était une réaction attendue. Le réalisateur Ruben Östlund vient de rendre un émouvant hommage à Charles B. Dean, disparu ce lundi à l'âge de 32 ans. Il l'avait dirigé dans Sans filtre lors du dernier festival de Cannes. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? La mort soudaine de Charles B. est un choc et une tragédie. C'est un honneur de l'avoir connu et d'avoir travaillé avec elle. Charles B. avait une qualité d'intention et une sensibilité qui tirait vers le haut ses collègues et toute l'équipe du film. Imaginer qu'elle ne sera plus à nos côtés dans le futur me rend très triste. En cette période difficile, mes pensées vont à ses proches, sa famille et son fiancé Luc. Dans Sans filtre, la Palme d'Or, Charles B. Dean incarne Yaya, une influenceuse et top modèle invitée avec son compagnon sur un yacht pour une croisière de luxe. Oui, bon, bah ça, on vient de le lire. Voilà. C'était la fin de cette petite news. Alors c'est vrai que normalement je devais faire mercredi, mais on a été un peu chamboulé ces derniers jours au cinéma. Qu'est-ce qu'on aurait de nouveau? Les personnages aiment voir. Les gens aiment voir les personnes âgées perdre la boule. Hollywood a trouvé son nouveau Liam Neeson. Ah bon? Joker de la suite a-t-elle trouvé son méchant face à Joaquin Phoenix et Lady Gaga? Bah tiens, il y a deux, trois choses intéressantes. My Name is Gu. Oui, bon, ça, on va en parler puisqu'il sortait mercredi. Ah, il y a ça. Ça m'a fait rire quand j'ai vu... Bon, Richard Berry, on va pas s'étendre dessus, accusé d'inceste. Alors, c'est horrible, hein, mais l'enquête est classée sans suite. Que ce soit pour la victime ou... Enfin, tout ça parce que prescription, au bout d'un moment, oh merde, quoi. Alors... regardons ça, on découvre ensemble, hein. Les gens aiment voir les personnes âgées perdre la boule. Hollywood a trouvé son nouveau Liam Neeson. Interrogé lors de sa masterclass à la Mostra de Venise, Bob Odenkirk a avoué vouloir faire de nouveaux films d'action. Il semble avoir pris goût à la castagne avec le film d'action Nobody, sorti dans nos salles en juin 2021. Le comédien héros de la série Better Call Saul a en effet déclaré qu'il aimerait de faire plus de films d'action. Présent à la Mostra de Venise pour une masterclass, il explique « J'ai été très surpris par Nobody, j'avais accepté ce projet parce que j'avais le sentiment que le personnage que je développais dans Better Call Saul était le genre de personnage que l'on voit dans un film d'action. Il a des désirs sincères et il est prêt à se sacrifier. » Eh bien, je continue de m'entraîner plusieurs fois par semaine, et si j'arrive à mes fins, vous allez me voir faire plus de films d'action. J'ai trouvé les séquences d'action très amusantes et proches de la comédie à sketch. J'adore les premiers films de Jackie Chan qui contenaient de l'humour. J'aimerais en faire autant à l'avenir. Ce dernier ajoute en riant, c'est presque comme si les gens aimaient voir les personnes âgées perdre la boule. Pourquoi est-ce que ça me semble avoir du sens? Pour tout le monde, c'est drôle. L'acteur et réalisateur américain de 59 ans semble avoir pris goût au cinéma d'action et être prêt à poursuivre sur cette voie comme Jackie Chan dont il est fan et comme Liam Neeson qui depuis
Taken en 2008 ne tourne plus que dans des films d'action. L'acteur en fera-t-il de même? Pour les besoins de Nobody, l'acteur s'est entraîné pendant 2 ans. Ah ouais, quand même! Lors de la promotion du film, l'acteur expliquait les chances qu'un tel film se fasse à Hollywood étaient assez minces, mais je savais qu'en cas de feu vert, il fallait que je sois prêt, je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Il était évident que je partais de très loin, d'autant plus que je m'étais décidé à faire mes propres cascades. Quand on voit les acteurs que j'ai en face de moi, il fallait que je sois à la hauteur. Une suite à Nobody en préparation. Mais arrêtez les suites, quoi. Devrait d'ailleurs reprendre son rôle de père de famille et action man dans la suite de Nobody, produit par David Leitch, à qui on doit John Wick et le restant Bullet Train. Le film a rapporté 57 millions de dollars dans le monde pour un budget de 16 millions. Bah voilà, dès que ça marche, paf, on fait des suites. Des reboots, des traits. Enfin. La volonté est là de la part de Bob, du studio, des producteurs, de Derek et de nous-mêmes. Donc nous sommes en train de développer le projet. En attendant, Bob sera à l'affiche de Straight Man, une série sur la crise de la quarantaine dans le milieu universitaire. Ah oui, voilà, on sera très loin de Nobody. Alors, Joker de la suite a-t-elle trouvé son méchant face à Joaquin Phoenix et Lady Gaga? Une nouvelle tête au casting de Joker Folie à 2, suite du film DC, qui avait valu un Oscar du meilleur acteur à Joaquin Phoenix. Brendan Gleeson rejoint en effet Lady Gaga parmi les recrues du long métrage attendu en octobre 2024 au cinéma. La sortie du long métrage n'est pas prévue, mais Joker se prépare. Alors que Zazie Beetz est censé faire son retour dans le rôle de Sophie, la voisine d'Arthur Fleck, Deadline révèle que Brendan Gleeson va rejoindre Lady Gaga parmi les nouveaux venus du casting. S'il est d'ores et déjà acquis que l'actrice et chanteuse incarnera Harley Quinn, le rôle du comédien irlandais n'a cependant pas été révélé, mais on peut se demander s'il ne s'agira pas du méchant de l'histoire, ou plutôt l'ennemi principal du personnage, toujours joué par Joaquin Phoenix, un équivalent de Murray Franklin et Thomas Wayne, respectivement joués par Robert De Niro et Brett Cullen dans l'opus précédent. Révélé par le général à la fin des années 90, Brendan Gleeson s'est depuis illustré dans de nombreux films, passant de Mission Impossible à Gangs of New York, avec un détour par les filmographies de Spielberg, Shyamalan, Ridley Scott ou l'univers de Paddington. Mais son rôle le plus célèbre auprès du grand public reste celui de Maugrey Folleuil dans la saga Harry Potter. Attendu au Festival de Venise dans les Banshees d'Inisherin de McDonagh, le réalisateur de Bon Baiser de Bruges, Brendan Gleeson n'est pas tout à fait étranger au film de super-héros, car l'un de ses premiers rôles était celui d'un gardien de prison dans le Punisher, porté par Dolph Lundgren. Ok, donc on en sait un petit peu plus. Et il fallait le faire. Winnie l'ourson vient de tomber dans le domaine public. Et il y en a qui se sont dit, bon, et si on faisait un Winnie l'ourson et porciné en tueur sanguinaire? Et bah, le projet est plutôt réussi. Oui, c'est la bande-annonce, ça. Oui. Parce que la bande-annonce est quand même carrément flippante, quoi. You know, you're the first person I ever shown this place to. And why am I so special? Because soon we'll be Christopher and Mary Robin. You should be close now. We're not going to find them. We will. Pooh, Piglet, Eeyore, we were friends for many years, and they're out there. Christopher, we need to leave. Now. I really need to find out what's happening there, okay? This place is kind of cool. Did you see how to pool? We need to go. There's...
and flowers there. There's someone else outside. What was that? We used to be friends. Why are you doing this, please? I would have never left that man, I swear. Voilà, alors c'est vrai que de base, c'est pas forcément le type de film que j'aime regarder, mais je sais pas, le fait de se dire que d'adapter Winnie l'ourson et Porcinet, qui sont quand même des personnages emblématiques de la littérature enfantine, qui nous a, pour beaucoup, accompagnés dans notre enfance, et là, les retrouver en mode hardcore, j'avoue que je suis curieux quand même. Parce que c'est quand même osé. Voilà. Les amis, on a fini les news. On va regarder ensuite les films qui sont sortis mercredi. Mais j'ai plus d'eau. Donc on va se faire une petite pause vite fait. Le temps que je remplisse ma bouteille, je vous laisse. Alors, j'allais dire je vous laisse en musique, mais j'ai pas paramétré la piste. Hop. Donc, maintenant que c'est paramétré, je vous laisse donc en musique. Le temps de remplir ma bouteille d'eau. Voilà. À tout de suite. Botillo no va a parar, eso no es opción. No es opción, hasta que tenga el carro y la mansión. Hasta que en la cuenta no haya un par de millones. Para él no es opción, no, ey, no es opción, no es opción. Botillo no va a parar, eso no es opción. No es opción, hasta que tenga el carro y la mansión. Hasta que en la cuenta no haya un par de millones. Para él no es opción, ey, no es opción, no es opción, ey. Puesto por millón, aunque si por letra yo cobrará. No conozco ser pobre, quiero todo mi dinero enterrado en caleta y sellado en sobre. Para que falte que sobre, no me ensucio las manos con nadie. El calma será el único que les cobre. Entiéndeme allí, en esto soy oro puro, tú eres cobre. Ey, no asumamos y los tengo ajorado. Cosas de la vida, ahora me sigue el que nunca me la había dado. El centro de atracción sin estar pegado. No le tengo miedo a ningún adversario, tengo a Dios de mi lado. La fama me llama y me dijo, Killian, no te ahorres, lo tuyo está seguro. Ey, visto por grandes entidades, ya mismo me verás viajando todas las ciudades. Tienes full la fe, pero tienes empty tus habilidades. Soy la solución para tus necesidades. Mi destino está escrito, Killian será leyenda por todas las eternidades. Botillo no va a parar, eso no es opción. No es opción, hasta que tenga el carro y la mansión. Hasta que en la cuenta no haya un par de millones. Para él no es opción, no, ey, no es opción, no es opción. Botillo no va a parar, eso no es opción. No es opción, hasta que tenga el carro y la mansión. Hasta que en la cuenta no haya un par de millones. Para él no es opción, ey. No es opción, no es opción, ey. Ahora soy yo el que anda crecido, porque no le seguí el patrón y me enfoco en crear el mío. Todos son panas hasta que explote el lío, sí. Aquí somos hermanos, no eres un carajo mío. Ey, estoy puesto pa' los míos, puesto pa' hacer que mis temas se escuchen en todas las urbas y caseríos. La mansión con los europeos, parqueado esa es la meta. Se ve incinerado el que con eso se me intrometa. Tengo el lápiz pesado, su comida en la letra y el pana no cree en dieta. Díganme el invasor, mi pinta es de otro planeta. En esta cocina soy la mejor receta. Botillo no va a parar, eso no es opción.
no es opción. Hasta que tenga el carro y la mansión. Hasta que en la cuenta no haya un par de millones. Parar no es opción. Nah, no es opción, no es opción. Ey. Botillo no voy a parar, eso no es opción. No es opción, no hasta que tenga el carro y la mansión. Hasta que en la cuenta no haya un par de millones. Parar no es opción. Ey, yeah. No es opción, no es opción. Ay. No opción. Warehouse. Et me voilà de retour. Et donc, on attaque les sorties de la semaine avec un premier film Page Blanche, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Héloïse Leroy, c'est pas mon nom ça. Moi je m'appelle... Putain, mais comment je m'appelle? Mais j'habite où moi? Je fais quoi comme travail? Je suis pas CRS quand même. Ordonnance. Docteur, je me souviens pas quel travail je fais. Et vous vendez des livres chez Gilbert. Quand tu auras le temps, tu me feras les pickings et les decks, ok? Ouais. Les decks. Je te jure, Sonia, il faut que tu me crois. Elle m'a demandé de faire des pickings et des decks, je sais même pas ce que c'est. Merde! Je suis dans le brouillard total. Et ta famille, t'as essayé de les joindre? J'ai rien trouvé sur ma famille. Et toi? Vous souffrez d'une amnésie d'identité, sans doute déclenchée par un choc émotionnel. On m'a volé mon portable. Je vous ai vu, j'étais votre portable. Vous avez crié. Va te faire foutre, William! Vous devez chercher des stimuli sensoriels. Vivez, aimez, faites l'amour. C'est peut-être comme ça que je trouverai qui j'étais avant. Et tu fais comment ça? On cherche, on ose quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on sait vraiment, toi et moi, qui est celle qui fut devant toi? Je sais même pas, tu vois, si toi et moi on sait qui est celle qui est là. C'est un peu flou. Il y a quelque chose dans ta douceur qui me bouleverse. T'es spécial, toi. Pas comme ça, non? C'est comme si t'étais perpétuellement à découvrir. Non mais Sonia, on devrait tous faire de la mémoire au moins une fois dans sa vie. Voilà donc pour La Page Blanche. Sarah Giraudot, je trouve que le rôle lui va excellemment bien. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur La Page Blanche? La Page Blanche est adaptée de la bande dessinée du même nom de Boulet et Pénélope Bagieux. Si vous la connaissez pas, je vous invite à la voir avant le film, parce qu'elle est, enfin, à la découvrir avant le film, puisque elle est vraiment chouette. Muriel Magellan a un coup de cœur pour les personnages et le dessin, mais aussi pour la problématique de l'amnésie qui frappe l'héroïne Héloïse. J'ai aimé immédiatement son inquiétude, sa quête et l'alternance de poésie et de drôlerie que portait la BD, confie la réalisatrice, qui signe pour l'occasion son deuxième long métrage après le téléfilm Moi Grosse, une comédie qui traite de l'obésité. Rire d'un sujet grave, Héloïse vivant sa perte de mémoire comme une tragédie, Muriel Magellan a cherché à trouver la bonne distance pour traduire l'humour et le décalage créé par les situations que le personnage traverse. La cinéaste précise, il y a une phrase de Chaplin que j'affectionne et que j'avais mise en exergue du scénario. Vu de près, la vie est une tragédie, vu de loin, c'est une comédie. C'est d'ailleurs pour trouver cette distance que j'ai fait le choix du formascope, parce qu'il sous-entend la fable. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité traiter les quelques séquences de l'imaginaire dans des décors dessinés. Outre le clin d'œil à la bande dessinée matrice, cela permet de quitter le réalisme pour se souvenir de la fiction. Et alors, quelles sont les différences entre la BD et le film? Muriel a fait l'impasse sur le côté fantastique de la bande dessinée dans l'enquête du personnage. La cinéaste ajoute « J'ai aussi pris des distances parce que la bande dessinée a un côté contemplatif assez magique quand on la lit, mais qui ne suffisait pas pour un scénario de film qu'il fallait déployer. Par exemple, j'ai choisi, en accord avec les auteurs, de résoudre l'énigme de ce qui s'est passé sur ce banc, alors que Boulet et Pénélope Bagieux laissaient le lecteur en suspens. En revanche, je ne crois pas avoir pris tant de distance sur le fond de la bande dessinée. Sur son âme, d'une certaine façon, son côté drôle, introspectif, libre, je crois que j'y suis resté très fidèle, parce que c'est ce qui m'a touché, ce qui m'a fait vibrer sa citadelle intérieure d'une certaine façon. »
Voilà donc la page blanche qui est à découvrir actuellement en salle. Deuxième film qui est sorti cette semaine en salle, Rebelle, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Kamal Wazaki est une célébrité locale. L'été dernier, il s'est rendu en Syrie comme agent humanitaire. Un jour, tu seras fier de nous. Tu es mon fils. Je t'aime. Je vais partir un petit moment, petit frère. Regarde. Comme lui, Abou Bakr al-Belgiki. التخافي مني. I don't wanna hurt you. Ouais, Kamal, on se parle régulièrement. Il est où? Je vais pas dire exactement, tu vois, parce que c'est une zone de guerre là-bas. انت واحد منهم طور مصايب. I'm just trying to survive. Like you. عندي خويا واحد. نسيم خويا صغير. عمي سيم. Je veux venir, je vais être avec toi comme moi. Tu vas faire partie de cette vidéo. Comme bourreau, comme victime. À toi de choisir. Voilà, alors là, on change de registre carrément, hein, et on va regarder le dossier de presse. Non, oui, voilà, c'était Rebelle, merci. Pour voir la note d'intention un petit peu des réalisateurs. Quelle est votre définition du mot rebelle et pourquoi l'avoir choisi comme titre de votre film? Rebelle est un titre immédiatement compréhensible dans de nombreuses langues, donc idéal pour l'international. C'est un mot simple et iconique à la fois, il symbolise différents aspects de notre film. Il y a d'abord le côté historique autour du champ lexical de la propagande syrienne de l'État islamique, qui qualifiait ses combattants de rebelles. Il y a ensuite la façon dont l'un des personnages, Kamal, le grand frère interprété par Abou Bakr Ben Saïd, se vit lui-même comme un rebelle qui roule à moto dans les films, comme dans les films avec James Dean. Puis il y a la rébellion de Nassim, le petit frère face à sa mère. Enfin, il y a ceux qui se rebellent contre l'État islamique et sa dictature. Pourquoi avez-vous choisi de traiter cette histoire, la radicalisation d'un jeune Belge d'origine marocaine et les conséquences sur sa famille? En 2012-2013, des gens de notre âge, notre génération, la plupart de la même origine que la nôtre, origine marocaine, qui habitaient en Belgique, ont décidé de partir en Syrie. C'était une chose qu'on n'avait jamais vue auparavant. Il n'y avait pas eu ce même phénomène lors du conflit en Irak. Il s'agissait de jeunes gens, parfois qu'on connaissait, ou des amis d'amis. Tout le monde en Belgique d'origine maghrébine connaît quelqu'un qui est parti là-bas, et c'est souvent ces jeunes partaient en groupe. On se demandait ce qu'ils allaient faire en Syrie. Et en 2014, tout à coup, les choses se sont précipitées, l'État islamique installe son hégémonie, le monde entier le découvre, vraiment quand arrivent les attaques terroristes de 2015 et 2016. Nous avons été témoins de tout ce phénomène progressif impliquant toute notre génération. C'était une guerre très proche de nous, soudainement, alors qu'avant, les conflits se passaient habituellement toujours sans nous, au loin. On ne voyait jamais de Belges, des Flamands dans cette région du monde. C'était vraiment nouveau, par exemple, de voir des films de propagande d'organisations terroristes avec des gens qui nous ressemblaient, parlant le français qu'on parle ici, qui venaient de nos quartiers. Ça avait l'air totalement inimaginable. Tous les deux, on s'est dit qu'il fallait raconter ces histoires. On était déjà intéressés par cela en 2013, mais au cours de l'écriture, on s'est rendu compte que la situation évoluait chaque année, puis chaque mois. On insistait un peu à notre guerre, la guerre de notre génération. On devait la raconter comme d'autres cinéastes ont raconté la guerre du Vietnam ou la Seconde Guerre mondiale. Nous, c'était ce conflit-là. Voilà un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi ces réalisateurs ont décidé de porter à l'écran cette histoire. Hop. Oui, c'est ça.
le nouveau film de Claire Denis, qui est sorti donc ce mercredi, donc on regarde la bande-annonce tout de suite. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et toi, tu m'aimes? Oui. Qu'est-ce que t'as à faire? Des trucs. J'y vais. Allô? Tu étais avec qui au téléphone? C'était François. Il m'a proposé de travailler avec lui. Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, François, tu le sais. Mais mon histoire avec lui est finie. Je suis pas inquiet. Voilà donc pour ce nouveau film de Claire Denis porté par Juliette Binoche et Vincent Lindon entre autres. Et donc on regarde un petit peu le dossier de presse. Hop. Le temps que ça s'affiche. Voilà. Film qui a été quand même présenté au Festival international du film de Berlin et qui a eu l'Ours d'argent de la meilleure mise en scène. Ce qui est quand même pas rien. Voilà, et donc, entretien avec Claire Denis. Question, c'est la deuxième fois après Un beau soleil intérieur en 2017 que vous collaborez avec Christine Angot pour l'écriture d'un scénario. Réponse de Claire Denis. Oui, mais le travail avec Christine fut cette fois un peu différent. Il ne s'agissait pas d'écrire un ex nihilo, mais d'adapter un de ses romans, un tournant de la vie. En plus, et ça n'est pas rien, ce projet a pris corps au début de la pandémie. Comme beaucoup, nous étions chez nous à l'arrêt. Comme assigné à résidence. Alors Christine et moi, nous avons travaillé. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est la vérité, ce film existe grâce au confinement. Question, comment travaillez-vous toutes les deux? Réponse de Claire Denis, Christine est assez sombre, et moi-même je suis plutôt une anxieuse. Le mélange de nos inquiétudes fit des étincelles jusqu'à être explosif. Pôle plus, pôle moins, comme une pile électrique. Ça vit, ça bouge, ça va vite. Mais ça n'est jamais inerte, et surtout, c'est très gai. Avec Christine, il m'en faut peu pour que le fou rire me gagne. Christine est exactement dans cette même ouverture permanente à l'humour. Question. Pourriez-vous résumer avec amour et acharnement? C'est une histoire simple. Sarah est une femme qui vit en couple avec Jean. Par hasard, elle retrouve François, un ancien amant. Mais aussi bien dans le roman de Christine que dans le film, cette simplicité est singulière et déjoue bien des clichés. Quels clichés? Les clichés liés aux automatismes que l'on sait, le ménage à trois, la femme partagée entre deux hommes souffrant de ce partage, etc. Cela dit, avec Christine, il n'y avait guère de risque que l'on abonde dans ces conventions. C'est un film de travers et de traverse, un scénario, pour moi, est toujours une matière molle qui peu à peu se rigidifie. Des silhouettes sortent du brouillard, elles se mettent à bouger, à parler, elles prennent corps. Voilà, donc, forcément, derrière une simplicité, se cachent des histoires de désir, d'amour. Voilà. Alors, celui-ci, en fait, on va pas... J'ai pas fait avant... Oh, j'ai pas fait avancer. Donc, tac. Et ensuite, on passe à la dégustation, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. T'es magnifique. Oui, tu me regardes. Mon petit amour. Bon, vous me le rendez? Ah, oui, bien sûr. Je suis ridicule. Vraiment que je change de métier, ça devient trop dur. Vous pouvez pas continuer comme ça. Vous savez qu'avec la fragilité de vos valvules cardiaques, l'alcool est un facteur aggravant. Et c'est pas parce qu'il y a écrit Médoc sur certaines étiquettes que ça va vous soigner de quelque chose. Bonjour,
Je passais pour m'inscrire à un de vos ateliers de dégustation. C'est confirmé? Oui, jeudi. Vous pouvez m'appeler Hortense. Moi, c'est Jacques. Vous allez la pécho. Ça va pas bien, vous? Vous pouvez m'appeler Hortense. Moi, c'est Jacques. C'est fini, là, oui. Une dégustation se déroule toujours en 3 étapes. L'aspect visuel. Ensuite, on va sentir le vin. Et après, on le goûte. Un peu comme avec une femme. Alors non, pas vraiment. Tout va bien, j'ai ripé. C'est un peu idiot hein, de dire ça, mais j'ai l'impression de te connaître depuis super longtemps. Je rêve d'avoir un enfant, alors je me mets à vouloir aller plus vite que la musique. Oui, ben là, vraiment un peu trop vite. Moi, je peux pas m'occuper d'un gosse. Toi aussi, t'as perdu quelqu'un de cher? Quand la vie est un peu trop grise, ça fait du bien. Un petit coup de rouge. Elle est comment? Très gâteau. Ah, sang du Christ. Ah, il est bien. J'aime bien la petite remarque à la fin. Eh bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la dégustation naissance du projet? Sur les 8 pièces que Ivan Kalberak a écrites, le metteur en scène en a adapté 3 pour le cinéma, L'étudiante et Monsieur Henry, Venise n'est pas en Italie, et La dégustation. Alors c'est vrai que les 2 premiers étaient quand même des réussites. Pour la dégustation, bien qu'elle se soit donnée très vite devant des salles remplies, je n'y pensais pas vraiment. Peut-être parce que parallèlement à cette époque-là, j'avais un autre projet cinéma. Mais un jour, juste après nos 4 nominations au Molière, Isabelle Carré et Bernard Campan m'ont proposé de déjeuner ensemble et m'ont dit « Et si on en faisait un film ? Comment résister à 2 comédiens aussi persuasifs et motivés ?» L'envie m'était évidemment passée par la tête, mais c'est vraiment eux qui m'ont l'ont verbalisé. Les premiers se rappellent le cinéaste. Évolution du scénario. Ivan Kalberak a cherché à s'éloigner du théâtre filmé. Il a ainsi commencé à écrire sur ce qu'il a appelé plutôt le hors-champ de l'histoire. Autrement dit, tout ce que le texte évoquait sans le montrer sur des planches. Il développe. Une fois développé et dramatisé toutes les ramifications invisibles de la pièce, j'ai enrichi le scénario de nouveaux personnages. La pièce en comportait 5, c'était trop peu pour le long métrage que j'avais en tête. Au théâtre, la parole est souvent reine, le silence n'y a pas toujours sa place, question de rythme. Au cinéma, grâce au gros plan, au travelling, au montage, on a plus de liberté pour jouer sur le regard et les silences. Montrer plutôt que dire, la catharsis, l'empathie pour les personnages sont d'autant plus favorisées, et peu à peu le scénario est devenu plus dramatique et sans doute plus émouvant que la pièce. Ivan Kalberak a opté pour un format en scope. Alors, format en scope, c'est quand, vous savez, il y a plusieurs formats au cinéma. Les 2 principaux, c'est flat et scope. Scope, c'est quand vraiment ça prend tout l'écran. Et flat, c'est quand il y a les bandes noires sur le côté. Qui est radicalement différent de celui du petit écran, plus agréable à l'œil et qui permet plus facilement de conserver 2 personnages dans le même plan. Sur les comédies, j'aime bien laisser les personnages interagir sans couper la caméra. Je ne découpe pas trop, cela accentue l'impression de réalisme et de sincérité. Voilà donc un petit peu, on en sait un petit peu plus. On va pas aller plus bas, puisqu'après il y a des choses qui sont dites sur vraiment le film. J'ai pas envie de vous spoiler les films, mais que vous ayez des petites, petites informations pour mieux apprécier les films que je vous présente si vous allez les voir. Chabu, documentaire qui est sorti donc mercredi dernier, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. I'm gonna be famous! We gaan in privévliegtuig. Zelfde outfit, alles. Hey man! Famille, voor gewoon bij elkaar, voor contact samen doen aan de in die vakantie. Alleen je zomaar zo de rij geweest. Je niet wat dat vrouwen doen aan hoe of wat. Geef antwoord, jongen. Ik zeg Wat is Als oma terugkomt in Nederland, heeft ze geen auto. Dit is zomervakantie, jongen. Je hebt geen zomer. Ik verkoop ijsjes. Oh, ze zien er wel lekker uit. Ja. Dankjewel. Succes, Jeremy boy. Succes, hè. Hallo jongeman, hoe koppen op, we moeten nog 50 plakaat krijgen, hè?
Hoe heeft oma gereageerd? Oma praat niet tegen mij, vriend. Oma praat niet tegen jou. En nu? Focus op muziek, vriend. Niks komt binnen, broer. Het gaat sloom voor mij. Ik ga gewoon vissen geven, man. Vissen en peper, man. Ga mensen gewoon bij Port laten betalen. Zie je, bel mij oma via WhatsApp-video. Ik weet niet wie je oma is. Ik weet zelfs niet wie jij bent. Ik weet Oh niet my wie je god. Ai, Lego! Leven is oneerlijk. Als we ons ding blijven doen, komt het wel goed. Dit is een feest, hé. Hallo mij. Ik heb heftig geschulden om te betalen, hè. Zo meteen dat die feest niet gaat lukken. Ik weet dus ook, ik ga die feest niet, dat weet je. Voilà donc pour la présentation de ce film dont on va regarder quelques éléments du dossier de presse. Ah bah tiens. Ok, il y a une bande-annonce qui a sauté, je sais pas pourquoi. Bon, on va la regarder après, c'est pas grave. Qu'est-ce que nous dit... Déclaration de la réalisatrice. Mon film se déroule dans ce qu'on appelle la base de Hood, mais il s'éloigne consciemment de la narration dominante de la vie dans les quartiers défavorisés. Il est sans victimisation, sans pornographie de la pauvreté, sans images sinistres. Au contraire, nous voyons le monde à travers les yeux de Chabu. Je suis moi-même issu d'une diaspora marginalisée et j'ai réalisé un documentaire à ce sujet, dit Louis Cite en 2014, qui montrait le côté sombre et malheureux de l'héritage des immigrants, une famille caribéenne tombée dans la drogue et le crime. Avec Chabu, je me suis senti obligé de montrer l'autre facette de notre communauté, des familles heureuses et aimantes, des pères attentionnés, des amitiés solides, des voisins qui nous soutiennent, des rêves. Bah, attendez, vous avez pas le dossier de presse là? Comment ça se fait? Hop, voilà. Des rêves et des aspirations, la normalité quoi. Un film rempli d'amour, de lumière et de joie malgré le contexte difficile. Un film où les garçons s'autorisaient à pleurer et à être vulnérables, Chabu montre l'exemple. Même si la confiance enviable de notre héros le conduit à une chute pendant l'été, il accepte le fait qu'il ne sait peut-être pas tout. Ce n'est plus un enfant, mais pas encore un homme. Dans notre société, les garçons noirs sont trop souvent stéréotypés, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Ce film a pour but de contrecarrer cela avec une perspective différente. J'ai voulu faire un film qui s'adresse aux enfants de 10 ans et plus, mais qui peut être aussi apprécié par un public plus âgé, car regarder un film ensemble peut être une expérience enrichissante et le point de départ d'une conversation plus approfondie. Voilà. Et donc, on va revenir en arrière d'un coup. Car, je ne sais pas pourquoi, on a loupé les 5 diables. Mais c'est pas grave, parce qu'on va le regarder tout de suite. Hop. Est-ce que j'ai... On va prendre Allociné, hop. « 7 degrés. 20 minutes alors. T'es prête? Je t'aime, maman. Allez les filles, on crie, allez! Vicky, viens dire au revoir à ton père. Au revoir. Tu sens quoi? Pas grand-chose. Le champignon. Et puis il y a aussi l'odeur de l'animal qui l'a mangé. Ferme les yeux. Un carnet qui sont à la piscine. Et aussi un peu le café. C'est ta petite sœur ou ta grande sœur? Petite sœur. Mais pourquoi je la connaissais pas avant alors? Je veux qu'elle s'en aille. Je supporte pas. Elle est chez vous? Bah non. Je peux
ferais pas ça quand même. Et c'est une putain de folle furieuse, ça. Je vois des choses. Je vois une petite fille. Il y a une odeur infecte dans la chambre de Julia. Et le corbeau cuit que je viens de retrouver dans le jardin, c'est pas toi non plus? Je sais ce que tu fais. T'arrêtes tout de suite avant que ça dégénère, ok? Moi ça tue, moi ça chute, c'est des vies, c'est mort. Pourquoi t'es revenu? Je m'en veux d'avoir pété les plombs. Bonsoir Michel. Voilà donc pour les 5 diables, on va regarder la note d'intention de la réalisatrice. Hop. Entretien avec la réalisatrice. Comment est née l'idée des 5 diables? De l'envie de faire exister ces personnages. Le scénario s'est construit comme une mosaïque à partir de l'idée d'une petite fille obsédée par les odeurs. Cela vient d'un intérêt très personnel pour le sujet. Depuis toute jeune, je m'entraîne à sentir, à reconnaître des odeurs, à les reproduire, allant de potions infâmes concoctées dans ma tendre enfance à, bien plus tard, des formations pour essayer de mieux comprendre l'extraction et la composition des parfums. Mais il ne s'agissait pas d'inscrire cette obsession dans le monde de la parfumerie, j'ai tout de suite cherché quelque chose de plus primitif, de plus purement sensoriel, sans rapport avec l'industrie. Les scènes ont d'abord été pensées dans le désordre à partir des personnages de la famille Soler et plus particulièrement ceux de Joanne et de Vicky, puis peu à peu le récit s'est organisé autour de quelques scènes fondatrices. En écrivant, je lisais beaucoup de littérature américaine comme Jim Harrison, James Baldwin, Jonathan Franzen et Maya Angelou, et je pense que la principale inspiration vient de là, même si je me suis toujours efforcé d'ancrer le film en France, et de ne pas y plaquer les problématiques sociales et politiques d'un autre continent. Ce qu'il en est resté, c'est cette volonté de mythifier des lieux et des personnages comme peuvent le faire Jim Harrison dans Dalva ou Philip Roth dans Pastorale américaine. Suivant ce désir, j'ai situé l'histoire dans un village au pied des Alpes, dans des paysages grandioses avec une famille métissée et un personnage mythique, Joanne, l'ancienne Miss Ronald déchue, devenue maître nageuse dont la fille Vicky va découvrir le passé caché. J'aimais cette idée que l'histoire soit vue par cette petite fille étrange et solitaire avec son allure burlesque et un peu inquiétante. Une des grandes références de l'écriture est aussi Le Tambour de Volker Schlondorf, un film qui me hante. Un lecteur du scénario avait défini un jour les 5 diables comme une fresque intimiste. Je crois que j'aime bien cette définition. Voilà donc pour l'origine des 5 diables. Hop, et donc Chabu qu'on vient de faire, Flea, hop, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Quelle est la première chose dont tu te souviennes? Kaboul, en Afghanistan. Ma mère, elle me caresse les cheveux. Personne ne savait me caresser comme elle. Il y a certaines choses dont j'arrive toujours pas à parler, je comprends. C'est dur pour moi. À l'étranger maintenant, Kaboul et les attaques des Moudjahidines qui ont repris dès le départ des troupes soviétiques. Amin! T'avais déjà raconté ton histoire avant? Non. On s'est enfui à Moscou. Le taux de criminalité est élevé et on ne peut pas du tout se fier à la police. Et donc, quel est votre plan? Quitter la Russie. Je me sens mal de laisser mon frère derrière moi comme ça. Les trafiquants sont de vraies pourritures. Amin? Kouchasti. T'as raconté à Casper ce que t'es en train de me dire? Non. У тебя нет семьи. Знаем, что вы здесь! Открывайте! Voilà donc pour la bande-annonce, et on va regarder un petit peu pourquoi ce film a été fait.
Hop. Les origines du projet. Note d'intention de Jonas Poer Rasmussen. J'avais 15 ans quand j'ai rencontré Amin au Danemark. Il est arrivé d'Afghanistan tout seul, vivait dans un foyer d'accueil juste au coin de la rue où j'habitais. Nous nous croisions tous les matins à l'arrêt de bus sur le chemin du lycée et nous sommes progressivement devenus des amis proches. C'était il y a 25 ans. Comme je n'étais qu'un adolescent à l'époque, je ne l'ai jamais interrogé sur son passé, ça ne me concernait pas vraiment. Nous avons à peu près le même âge, nous avons tous les deux écouté la même musique, regardé les mêmes films et partagé le même intérêt pour le sport. Il aimait jouer au volleyball à Kaboul, tandis que j'aimais jouer au football au Danemark. Mais sa vie a pris un tournant radical. Il a passé 5 ans à fuir avant d'arriver finalement tout seul dans ma ville. Nos vies étaient à la fois semblables et très différentes. Pendant au moins la moitié de sa vie, Amin a caché le pourquoi et le comment de son arrivée au Danemark. Faire ce film m'a permis de mieux comprendre les conséquences dramatiques de la fuite. À la fois quand on est un enfant, mais aussi lorsque le passé et le présent sont si déconnectés, comme pour Amin. J'ai observé que ce décalage créait chez lui une certaine tendance à se projeter dans l'avenir, tout en gardant une distance avec le présent, les gens qui l'entourent. J'ai compris ce que c'est d'avoir un secret que l'on ne peut pas véritablement partager, mais qui sera toujours une présence silencieuse qui hante les relations humaines et la vie en général. Au départ, Amin était réticent à l'idée de raconter son histoire dans un documentaire, mais en 2013, en découvrant les possibilités du documentaire en animation, j'ai trouvé une voie qui permettait à Amin de s'exprimer sans s'exposer. Ayant déjà réalisé des documentaires radiophoniques, j'ai utilisé la technique d'interview que j'emploie depuis des années. Les personnes interrogées s'allongent, ferment les yeux, et se souvenant de l'aspect, de l'odeur, des sensations des choses, de sorte que leurs souvenirs deviennent forts et immédiats, comme s'ils déroulaient au présent. Avec Flea, j'ai ajouté l'animation à mon répertoire. Amin voulait tourner la page de son passé en s'y confrontant parce que tous les traumatismes associés à son enfance créaient une distance avec toutes les personnes de sa vie. Ne pas pouvoir partager sa pleine personnalité était devenu un lourd fardeau. Nous avons pu utiliser sa vraie voix dans le film pour s'inscrire véritablement dans le documentaire tout en garantissant à Amin l'anonymat qu'il souhaitait préserver en choisissant l'animation. C'était important pour lui aussi parce qu'il a de la famille qui est retournée en Afghanistan et qu'il veut aussi respecter leur vie privée. Mais Amin voulait aussi partager son histoire pour que les gens comprennent ce que signifie pour fuir pour sauver sa vie. Les histoires qu'Amin a partagées sont puissantes, les détails de sa vie avant le lycée ont influé au cours de plusieurs séances reliant les points entre son exode douloureux d'Afghanistan et son purgatoire de préadolescent à Moscou, où lui et sa famille attendaient dans les limbes leurs papiers d'immigration, et enfin au Danemark, où l'adolescent s'est créé un nouveau foyer, seul, séparé de sa famille. Sur une période de 3 ou 4 ans, nous avons réalisé plus d'une douzaine d'entretiens ensemble, chacun découlant d'une session initiale de 3 jours au cours de laquelle Amin a déversé l'histoire de sa vie dans des détails souvent graphiques et déchirants. Le choix de l'animation comme forme, tout en garantissant à Amin un anonymat en le soustrayant au regard du public, lui permettait de se raconter librement et de vivre sans être renvoyé à ses traumas, a permis de rendre émotionnellement vivant des événements passés. Une fois les entretiens terminés, nous avons composé un scénario encadrant les principaux incidents de la vie tumultueuse de Amin, en le gardant présent dans le projet. Il reçoit un crédit d'auteur sur le film car c'est son histoire racontée de sa propre voix. Au travail de l'animation, pour mettre cette voix en image, j'ai voulu intégrer des images d'archives pour rappeler régulièrement aux spectateurs qu'il s'agit avant tout d'un documentaire et non d'une fiction. Ces images permettent de mieux contextualiser le film en l'ancrant dans une réalité historique. Voilà donc la note d'intention et pourquoi ce film a été créé. Très beau film au demeurant. C'est sûr qu'il n'est pas d'une très grande gaieté, mais pas pourquoi, ça date de l'ancienne émission, ça, mais bon. Sinon, oui. Bon, voilà. Hop. Easter Sunday, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Joseph, est-ce que tu viens pour Pâques? Je sais pas, maman, je suis très occupé. J'ai auditionné pour un pilote. Tu veux devenir pilote? C'est un pilote pour une grosse série, pour une émission de télé. Ah, tu vas jouer un pilote à la télévision? Non, un avocat. Tu aurais très bien pu être avocat si tu t'étais impliqué un peu plus. C'est une belle occasion de passer du temps, père et fils. Pâques pour les Philippins, c'est le Super Bowl. Il est arrivé!
C'est mon brouillard. Contente que tu sois là. On se voit ce soir, ok? Je viens juste d'arriver. Toi, t'as pu réaliser ton rêve et devenir le porte-parole d'une bière. C'est pas ça mon rêve. C'est maintenant que le party commence, bébé. J'ai réalisé celui de maman et je suis devenue une infirmière. Joe? Vanessa? Ouais. Joe Valencia. Tu conduis encore cette vieille boîte à sardines? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as abandonné, pas vrai? Et ça, c'est ton père? Tu sais, on a déjà été très intimes quand on était jeunes. Ah, c'est vrai? Ouais, j'aurais pu être ta maman. Mais on dirait que je le suis pas. Ma mère est en guerre avec ma tita Teresa et personne ne sait pourquoi. T'étais vraiment obligé de porter la même robe. Oh, c'est pas ma faute si elle me va mieux. C'est la guerre. Oups. La famille, c'est le bordel. Et on compte sur toi pour régler ça. Bye. Mesdames et messieurs, un peu d'attention. On doit se serrer les coudes, pas vrai? Alors maintenant que le party commence, bébé. Des moments comme ceux-là sont très rares et très précieux. Profitons-en. Attachez-vous tout le monde. Les Philippins se disputent en famille. Soyez pas en retard pour le souper. Mais ils s'aiment beaucoup en fait. Ton cousin Eugène me doit un sacré magot. Tu peux me les prêter, s'il te plaît? Non! Il a envie de mourir ou quoi? Deluxe est un fou furieux. Je l'ai vu un jour tirer un gars dans le pénis. Quoi? Directement dans le trou. Dans le trou? Here we go! Here we go! Où est mon argent? Voici toutes mes cartes de guichet. Mon NIP est toujours le même, 12-17. C'est aussi le mien. Moi aussi. Oui. Le mien aussi. C'est aussi le mien. Pourquoi vous avez tous le même nip? La date d'anniversaire de Manny Pacquiao. C'est vrai. Le gars qui a pas réussi à battre Mayweather. Nessa, on pourrait prendre un café. Tu peux toujours essayer de m'envoyer un courriel. J'ai la même adresse. T'as juste à enlever AOL. Alors, Van la déesse à commercial delicity.gouv. D'accord. Voilà donc pour cette comédie un peu déjantée, familiale. Allez, on attaque avec l'avant-dernier film, un documentaire sur Gulpil, le premier, voire le seul arborigène qui a été sorti de sa réserve pour devenir acteur. Et on regarde la bande-annonce tout de suite. I will be walking around there, my spirit. And the award goes to David Goldblum, Charlie's Country. It is my story of my story. The first time I was 14 years old, Nicholas Ross came to look for Aboriginal boy. So they picked me up, me, full-blood Aboriginal. That was a long time ago, when I was strong, non-drinker. Non-smoker. You know, this is white fella club. I gotta join in. I gotta be part of it. Well, you gotta learn all about drinking and drugs. I remember the day in the world where I born. The spread of the galaxy waiting for me there. I will lay down there in my soil with my own culture. I will miss my children. And I think of them, and I love them. Stay alive. Stay alive. I'm the greatest dancer in the world. Just for me, so. Voilà pour la bande-annonce, on va regarder vite fait la note d'intention du réalisateur. Contexte. En 2017, l'acteur David Gulpilil apprend qu'il a un cancer du poumon et qu'il lui reste 6 mois à vivre. Mais défiant tous les pronostics, Gulpilil marque ses 50 ans de carrière en foulant le tapis rouge pour la première mondiale de My Name is Gulpilil au festival d'Adélaïde en mars 2021. Gulpilil est une figure emblématique du cinéma australien. Il est le seul acteur à avoir joué dans les 2 films australiens les plus rentables de tous les temps, Crocodile Dundee en 86 et Australien en 2008. David Gulpilil est connu à travers le monde pour ses performances inoubliables
Depuis le rôle qu'il a révélé dans Walkabout en 71, en passant par les films tels que Storm Boy en 76, Mad Dog Morgan toujours en 76, The Last Wave en 77, The Tracker en 2002, Rabbit Proof Fence en 2002, The Proposition en 2005 et son rôle récompensé par le prix du meilleur acteur à Cannes dans Charlie's Country en 2013. Ayant porté à l'écran tant d'histoires légendaires, Gulpilil, en phase terminale de sa maladie, partage généreusement son histoire avec nous. Dans My Name is Gulpilil, l'acteur, danseur, chanteur et peintre nous emporte avec audace vers le voyage extraordinaire qu'a été sa vie. David Gulpilil est décédé en novembre 2021. Voilà un petit peu, il voulait se raconter avant, il se savait condamné, il voulait se raconter avant de disparaître. Ce magnifique acteur. Allez, on va attaquer la dernière bande-annonce. Un film très particulier. Hop. Tac. Dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Christopher, você já está há bastante tempo trabalhando com a gente. Você já conhece bem a empresa. Ist es gut zu wissen, dass Sie Teil der Familie Kainz sind? Eu não entendo o que ele diz. Guten Abend, Sie, ehrliche Arbeiter, die dieses Land auf Ihren Schultern tragen. Wir können nicht weiter diejenigen sein, die die Leute aus dem Norden versuchen. Schluss mit diesen Taugenichtsen und Korrupten. Hier gibt es sowas nicht. Wir sind die treibende Kraft dieses Landes. Você não é daqui não, né? Seja bem-vindo. Voilà un film dont il est important, je pense, de regarder le dossier... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr. Le dossier de presse, puisque, comme beaucoup de ces films qui nous viennent d'Amérique du Sud, il y a des choses, en fait, que nous, on n'a pas les références, on n'a pas tout ça, donc... plus là, ça part vraiment dans du mysticisme et tout. Donc, sans trop en dire non plus, on va regarder le début de la note d'intention du réalisateur. Et si vous regardez le film, je vous invite vraiment à regarder vous tapez le nom du film, Memory House, dossier de presse. Et c'est très intéressant, il explique plein de choses au travers des questions qui lui sont posées. Et c'est important pour bien tout comprendre, parce que de but en blanc comme ça, on n'a pas les codes qu'ils ont, et donc on comprend pas forcément tout. Note d'intention. L'irruption surnaturelle de l'invisible au cœur du visible a toujours été présente dans mes films. Différents espaces-temps et dimensions se rencontrent au sein d'une même scène. Cristóvão cherche ses origines et trouve des traces de ses ancêtres. La figure du vieil homme noir est mythique dans la culture populaire brésilienne. Elle représente une présence spirituelle pour les plus modestes. Les effets visuels dans le film, en particulier sur le visage de Cristóvão avec sa peau et sa personne marquée par l'âge, sont un reflet de la force qui émane de ses ancêtres lointains, une incarnation du passé avec une dimension spirituelle. En étant confronté à une société conservatrice, il est témoin de l'intolérance et des préjudices du passé continuant à influencer les politiciens, les hommes d'affaires et les mouvements séparatistes au présent.
Il y a une division claire dans la société brésilienne entre un sud plus riche qui s'identifie à ses origines européennes et un nord plus pauvre peuplé par les descendants des esclaves africains et des tribus autochtones. Le film dépeint la figure de l'homme révolutionnaire du Nord qui incarne l'esprit du bioadero cow-boy brésilien. Christovam est en quête de vengeance pour expier ses péchés car il se sent responsable de l'intolérance de la société dans laquelle il vit. À travers la maison abandonnée, il renoue avec son passé lointain, avec les animaux et avec sa divinité, et se transforme à la fois en taureau et en cow-boy. Affranchi, investi de pouvoir, il est prêt à effectuer son geste ultime. Voilà donc pour Memory House, la note d'intention du réalisateur. Mais vraiment, ouais, lisez. Si vous allez voir le film, lisez complètement le dossier de presse, puisque c'est vrai que c'est quand même très intéressant ce qu'il explique. Et on n'a pas, enfin, bon, même si on sait un peu la situation du Brésil, la différence entre le Nord et le Sud, c'est vrai qu'on la connaît pas forcément. Et voilà, toujours ces histoires de code. En fait, nous, on voit un film avec nos yeux d'occidentaux, mais du coup, on ne peut pas forcément comprendre tout ce que le réalisateur brésilien veut dire. Et comme si on montrait un film français d'auteur à des Brésiliens, ils n'auraient pas forcément les codes qu'on a. Voilà. Donc c'est toujours important d'être curieux et de découvrir comme ça les intentions des réalisateurs. On arrive donc sur la fin de cette émission. Reprise des lives avec Gis. Et ben je vais vous renvoyer chez les players. Non, bah non, parce qu'il n'y a personne. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ça, par contre, je peux le faire. Hop. Et je vous dis à... On est vendredi aujourd'hui. Demain, on fera du Power Wash demain. Et n'oubliez pas, allez au cinéma. On a besoin de vous pour faire vivre les salles, faire vivre les films. On en parle au travers des émissions, mais c'est vrai qu'il y a des films qui sont repoussés parce que les distributeurs n'ont pas confiance dans le marché en ce moment. Il faut faire vivre le cinéma parce que c'est porteur de tellement de choses. Le cinéma, ça peut être tellement de choses différentes, d'histoires différentes, de débats, voilà. Donc il faut faire vivre le cinéma. Donc à bientôt au cinéma et à demain sur cette chaîne pour la suite de Power Wash Simulator. Bonne soirée. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. El que con hierro mata, a hierro lo aniquila. Con ninguno me igual. El papá de ustedes tiran por las redes, eso les sale caro. En toda la historia, un fronte cabrón ponen cara de malo. Ninguno me mete feca, pa' eso tengo mi palo. Yo me monto y lo jalo. Que tú eres un jodedor. Por favor, tú te me encima si asomo el tambor. Sí, tengo mis cojones puestos. Yo te los doy hasta en el puesto. La aprieto y me olvido el resto. Brr, ando con el dispositivo. Fuck los haters, estamos en lo positivo. En paz se juega, muerto en guerra vivo. Hay que caminar derecho. O le pongo el palestino encima el pecho. Si bajo con la matrícula te va a dar taquicardia. Tú tienes corte guardia, sal del closet, esto no es Narnia. Vengo a pararle el rollo, un peine 30 como arroyo. Cuando disparo la glock de green me apoyo. Te la prendo y prendo un pollo, títere de cereal. Tú no eres malo, vos a quien tú vas a matar. Pa' meterte a mi glopeta ya le mutilé el cereal. Number, y guaputa no está duro ni aunque le dé a los dumbbells. El papá de ustedes tiran por las redes.